crois qu'on va aussi dire un petit mot d'autre chose, les boss, hein, parce qu'on avait bien sûr d'autres enjeux fondamentaux. On va peut-être aller faire un petit mot sur la Ligue 2. La Ligue 2, parce que, évidemment, on avait un multiplex d'anthologie où on sentait bon les différents coups. Peut-être avant, je sais pas, est-ce que je vous dis tout ce qui m'a traversé l'esprit ce week-end, mais je trouvais que le week-end, j'aime bien, moi, cet esprit du mois de mai. On a tous les enjeux qui se terminent, toutes les célébrations, les coupes, les titres, les accomplissements, pêle-mêle. Qu'est-ce que j'ai Schalke 04 qui retrouve la Bundesliga, première division, 3 ans après sa descente. Schalke 04 qui a battu Düsseldorf et qui remonte du coup en Bundes avec évidemment l'emblématique, le génial Edin Dzeko, 40 ans, qui va rejouer en Bundes, 17 ans après son départ de Wolfsburg. La boucle est bouclée dans un certain sens. Et dans cet effectif de Schalke 04, comme le dirait Karl-Heinz Sabatier, tu as aussi Loris Karius. Et oui, le Karius, l'ancien gardien de Liverpool malheureux, la finale de Ligue des Champions 2018. On a également Adil Aouchiche, qui a déjà une carrière extrêmement riche à 23 ans. PSG, Saint-Étienne, Lorient, Sunderland, Portsmouth. On a aussi Aberdeen et donc Schalke. Donc voilà, on verra ce que ça donnera pour lui en Bundes. On a aussi Moussa Silla, ancien attaquant de Monaco, pour ceux à qui ça parle. Et on a un des petits frères d'Oilund. Donc mélange, comme d'habitude, assez improbable. Et Schalke qui remonte. On a aussi Lukas Podolski qui gagne un trophée à bientôt 41 ans. Le bon vieux Poldi, 40 piges, qui gagne une Coupe de Pologne avec le Górnik Zabrze. Désolé pour la prononciation aléatoire. Évidemment, ici, on n'a pas fait de LV1 ou de LV2 polonais. Mais avec Górnik, du coup, je vais dire comme ça, ce sera plus simple. Podolski qui offre un titre majeur, là. Pas lui seul, hein, mais titre majeur à cette équipe qui attendait ça depuis 1988. Donc, c'est assez fou. Et en plus, comme on dit, Podolski, bon, vraie belle carrière, peut-être plus sublimée par la sélection allemande que ce qu'il a pu faire à Arsenal, l'Inter, le Bayern, Cologne, qui est son club de toujours de cœur. Mais évidemment, Podolski, on le remercie pour le foot, mais aussi pour les travaux avec son excellent donneur. J'ai l'occasion de le tester lors de l'Euro 2024, et certains disent que c'est cher. C'est vrai que c'est un grec à 15 €, mais t'en manges pas tous les jours des grecs comme ça. Donc le Podolski me régale par cette histoire sur le terrain, mais également de manière culinaire. Mais le plus fou, les gars, dans ce week-end, c'est le FC Thun. Le FC Thun qui remporte la première division suisse alors que c'est une équipe promue. Là, c'est quand même de la folie. Enfin, le FC Thun qui, du coup, distance ses concurrents grâce au résultat de ce week-end, même s'ils ont perdu contre Bâle. On a une équipe promue qui est championne de Suisse. C'est un fait extrêmement rare pour le coup, parce que on confond des fois avec l'histoire du foot. Leicester, par exemple, exploit incroyable en 2016, mais il monte en première ligue l'année d'avant. Pour le coup, tu as quelques rares cas. Évidemment, Kaiserslautern l'a fait en Bundesliga, et dans les grands championnats, c'est tellement dur d'avoir ce type d'accomplissement. Mais bravo au FC Thun, du coup, qui vraiment a su capitaliser sur cette remontée et aller chercher ce succès. Et les joueurs, ouais, on n'en connaît pas beaucoup, tu vois. Franchement, qui connaît Fabio Fer, qui connaît Niklas Stephen, qui connaît Valmir Matoshi, qui connaît Berton, le 6 rugueux, distributeur de temps en temps, ou ce diable de Mikel Eule dans son couloir gauche. Mais c'est ça le bonheur du foot, c'est que tu as des héros, des trucs improbables, où ça termine des fois en tour préliminaire Ligue des Champions. Et ces gars-là ont écrit l'histoire du foot suisse, et même un peu européen, parce que ça faisait un moment. T'as quels promus ont été champions. T'as quelques équipes qui l'ont été. Hop, quels promus ont été champions. Je crois que SoFoot a fait un article là-dessus. Tac. Putain, mais j'arrive pas à le retrouver. Kaiser. Slautern peut-être. Top 10 promus champions. Et là, il y a peut-être un truc qui va vous faire plaisir, les amis. Dans les promus champions, le premier, le mythique FCGB, l'a fait en 1949-1950. Alors évidemment, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais bravo à Bertus de Harder, auteur de 21 buts pour cette saison. Sinon, tu as aussi Tottenham qui l'a fait, Ipswich, Saint-Etienne, quand même, le DWS Amsterdam dans les années 60, Nottingham, 77-78, et en plus derrière, c'est les succès en Ligue des Champions. Monaco l'a fait, le FC Obelik,
Kaiserslautern, bien sûr, hop, avec Michael Ballack, bien sûr, hein, les débuts de la légende, et puis le Goretz, le dernier, et c'est vrai que c'est quand même assez prodigieux, donc bravo FC Thun, hein, mais voilà, moi j'aime bien parce qu'il y a des observations, il y a des trucs qui me parviennent, et je pense que c'est important de vous les partager. Mais oui, vous avez aussi raison de le dire. Il y avait un multi-Ligue 2. Il y en a encore un qui arrive samedi prochain. Et tout simplement, un truc d'anthologie. Donc, 3 montées, ça c'est sûr, mais 3 officiellement champions. Le Mans et Reims se partagent le point du nul. Le Restart a gagné à Amiens. Amiens qui descend en national. Amiens, la chute depuis la relégation à l'époque du Covid, c'est dur, c'est très dur. Et on a donc Saint-Étienne qui perd un 3e match de suite et qui s'effondre contre Rodez. La chute de Saint-Étienne à ce moment-là, c'est inexplicable. C'est vraiment incompréhensible ce qui s'est passé. Et pour le coup, en même temps, tu vois l'attitude de Rodez avec le doublé de Baldé. Franchement, le premier but, il est très beau. Et son duo avec Arconte a été vraiment épatant. Et Rodez, bah voilà, peut-être la sensation à venir. Je ne sais pas qui sera la deuxième équipe à monter, mais on peut vivre quelque chose de fou samedi soir prochain. Mais aussi, les 3 équipes en play-off, leur place. On rappelle que par exemple, à cet instant présent, on a donc le Restart qui va recevoir Rodez, le vainqueur qui se déplacera à Geoffroy Guichard, et donc Saint-Étienne qui affronterait Auxerre en aller-retour avec le second match à la Baie des Champs. Sauf que semaine prochaine, on a un calendrier qui est assez taquin. On a par exemple le 7e Annecy qui va affronter le 5e Rodez. Sauf qu'Annecy a une meilleure différence de but que Rodez. Donc si Annecy bat Rodez, il leur passe devant. Mais entre-temps, tu as Reims qui reçoit Pau. Et si Reims gagne contre Pau et qu'ils font un meilleur résultat que Rodez, bah là, ils vont leur passer devant. Donc Reims qui a un peu aussi patiné à ce poule parce qu'on parle beaucoup de Saint-Étienne, mais Reims avec leur effectif, c'est pas normal de pas être minimum top 5 avant la dernière journée. On a également pour un Red Star Montpellier, Montpellier qui a choke contre Clermont et qui du coup voit cet espoir de maintien s'envoler parce que Montpellier aurait pu revenir à la hauteur de Reims et pourquoi pas espérer un truc, mais là ça va pas se jouer à ce moment-là, et voilà, on va donc avoir une course à 7, mais Annecy et Reims peuvent encore évidemment monter tous les jours, mais il y a Saint-Étienne qui reçoit Amiens, donc Amiens déjà condamné, mais attention avec la grosse pression du chaudron, ce que ça peut engendrer. Et Le Mans a un match qui est capital parce que Le Mans va jouer à Bastia. Bastia qui est avant-dernier, qui a 1 point de moins que Laval. Donc là, tu as un match à double enjeu. À Furiani, je pense que ça peut être un scénario de fou, vraiment emblématique. Entre-temps, Laval reçoit Boulogne qui est déjà maintenu. Mais on sait que des fois, ces équipes qui n'ont plus rien à jouer peuvent t'embêter un petit peu. Mais on s'en souvient que Le Mans avait vécu un match fou en Corse face au Gazélec, un barrage avec un retourné acrobatique dans les derniers instants pour monter. Donc peut-être qu'ils vont revivre ça dans moins d'une semaine. Et je vous avoue que ce multi de Ligue 2, je l'attends vraiment de manière... Ah ouais, là je suis trop impatient. Franchement, je pense qu'on va vivre un truc qui va être juste... totalement fou et emblématique. Désolé, je meuble un petit peu parce que évidemment, je suis trop bavard, hein, on est à plus de 2 heures de live, et qu'est-ce qui vient de m'abandonner? Hop, c'est ma souris, donc heureusement je suis vigilant. J'ai des petites piles à côté pour préparer, tu vois, le coup. Hop, on va juste changer de pile et se remettre un petit peu à discuter avec vous. Mais moi, j'avoue que ces genres de moments, j'aime trop, parce que je mets ça en fond, je suis neutre et je passe un trop bon moment. Enfin, je sais que pour les Stéphanois, c'est dur parce que là, si Saint-Étienne ne monte pas après ce qu'ils ont investi, mais en même temps, tu dis que ils ont une équipe des fois où ils gardent l'Arseneur. Enfin, l'Arseneur, pas exemple de tout reproche, même s'ils ont, tu vois, du Stassin, même Ben Hold, je l'aime bien. Mais les limites des fois de Saint-Étienne sur ce sprint final. En plus, ce qui est fou, c'est que Montagnier, il a fait vraiment un super boulot en remobilisant l'équipe après Horneland. Mais souvent, j'ai l'impression qu'un coach arrive à Saint-Étienne, ça se passe bien d'entrée. T'as un truc, voilà, t'as des résultats. C'était le cas sous Dalloglio avec la montée. C'était le cas sous Horneland. Également, au début, on a vu une vraie patte. Puis petit à petit, même en Ligue 2, ça s'est effrité. Et là, ça dure même moins longtemps sous Montagnier. Donc, au bout d'un moment, peut-être remettre en question ce groupe de joueurs. Mais là, les 3 défaites de suite. Quand, en plus, tu perds 3-0 à la maison contre 3. Tu perds 2-0 à Bastia. Et surtout, Cestia Rodez contre un adversaire direct. Ils se sont vraiment compliqué la tâche, les Stéphanois. Donc attention à ça. Et voilà, 3 pour le coup, la fête est parfaite. Un
un succès 4-0 contre Laval avec Antoine Mille qui fait une super saison. Tu as également Ben Tayeb, Détourbé. Enfin, je le dis, il y a plein de joueurs. Je suis très intrigué de les voir l'an prochain à l'étage supérieur. Les multiplex, quand il n'y a pas 18 matchs, suivez mon regard en direction de l'UEFA, c'est un kiff total. Ah bah, on est connecté. C'est vrai que c'est tout à fait ça. Donc rendez-vous samedi prochain pour mes amateurs de multi, de sensations fortes et de FC Procuration quelque part pour quelque chose de propre. On va peut-être faire un petit tour en Première Ligue parce qu'on a eu des matchs avec un certain enjeu. Je pense évidemment à ce Manchester United Liverpool et quel match, vraiment les Mancuniens qui sont de retour, on peut le dire. Manchester United jouera la saison prochaine en Ligue des Champions. Ça n'avait pas été le cas depuis la saison sous Ten Hag où Ronaldo avait fait quelques coups d'éclat. De mémoire, ils sortent en 8e contre l'Atlético. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, pour moi, la Ligue des Champions, tu dois avoir et United et Milan, c'est la base. L'OL parce que c'est le souvenir d'enfance. Peut-être le Werder Bremen si je pousse un peu le hipsterisme. Mais c'est très bien de voir United redevenir un acteur majeur en Première Ligue et par conséquence, c'est aussi de nouveau avoir un rôle important en Europe. Le changement qui a été décisif. Ah, ils ont joué en 2023-2024 aussi, où ils se font éliminer par Galatasaray. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ça. La fameuse poule avec Gala, Copenhague, et je crois que c'était le Bayern également, et ils sortent de la phase de groupe, bien vu. Ouf, c'est vrai que ça c'était rude, mais du coup ils reviennent en LDC 3 ans après, 2026-2027, et on a hâte de voir déjà cette équipe, les bases, mais aussi les recrues qui vont arriver. On sait que United va recruter notamment en défense centrale, un poste de latéral, au milieu de terrain, avec le départ de Casemiro. D'ailleurs, Casemiro, je me demande s'il y a une fin de contrat, ok, il a annoncé son départ, mais est-ce que peut pas y avoir un rembobinage? Parce que derrière Bruno, je pense que je le mets comme deuxième meilleur joueur de United cette saison. T'as peut-être Mbeumo qui est en discussion, mais je trouve que Casemiro, sa saison est quand même remarquable. Et je pensais que pour moi, il était pas loin d'être finito. Il a vraiment retrouvé de belles couleurs. En plus, il a marqué un nombre de buts assez épatant. Et quand je vous le dis, il y a eu cette décision qui est peut-être sur le coup était sévère pour Amorim, qui n'avait pas des résultats cata, notamment après le match nul contre Leeds. Mais je pense qu'il fallait changer quelque chose dans l'approche, et notamment l'aspect tactique, parce que United n'aurait peut-être pas été en Ligue des Champions. United aurait peut-être eu une trajectoire beaucoup plus décevante sur la deuxième partie de saison. Après, c'est comme d'hab, boule de cristal, on n'en sait rien. Mais l'approche et le dogmatisme d'Amorim, ça a fait que tu as perdu du temps dans ta reconstruction. Et il fallait pas s'arrêter au résultat qui pouvait être bon sur la première partie de saison, mais c'est plus sur ce que l'équipe proposait et même les individualités. Le fameux 3-4-3, Bruno dans le double pivot, on a arrêté ses bêtises. Et Kobbie Mainoo, on pouvait pas se passer à ce point de Kobbie Mainoo. Alors oui, peut-être que lui, dans son comportement, il donnait pas assez sur ses entrées, mais le Kobbie Mainoo de cette deuxième partie de saison, c'est un des joueurs les plus frais de PL. La semaine qui vient de passer, elle est top. Prolongation de contrat à MU, quand on connaît l'importance des gamins formés dans ce club, c'est une belle filiation. Et en plus, ce but, son premier cette saison en PL face à Liverpool en derby d'Angleterre. Donc vraiment une semaine à double symbole. Et je suis content de voir United revenir en LDC parce que certains ont critiqué leur mercato, notamment ils ont dépensé beaucoup d'argent sur l'attaque. On rappelle que l'an dernier, United marquait trop peu de buts, vraiment était embourbé avec Højlund, avec Zirkzee, avec Mount, tout ça. Donc il fallait donner un coup de neuf à cette équipe et tout n'est pas parfait, je le dis franchement. J'attends plus de Sesco, mais on voit qu'il y a quand même des qualités indéniables. Cunha aussi qui peut faire mieux, mais il y a aussi ce truc. Mbeumo, il a fait sa saison pour moi, mais l'an prochain c'est LDC. Ouais, je suis d'accord avec toi, curieux de voir le mercato qu'ils vont pouvoir faire, sur quel profil aller. T'as plein d'opportunités géniales. Je pense qu'ils ont besoin d'améliorer cet effectif sans briser la base de ce qu'a construit Carrick. Et Carrick, bravo à lui, parce que c'était quand même une opportunité incroyable, de rêve, être intérimaire à United, et si ça se passe bien, continuer. On en a vu certains pour lesquels, tu vois, ça a duré un moment, comme Soldier, Van Nistelrooy, tu vois, il devait continuer, finalement Amorim a pris la suite. Mais c'est vrai que pour Carrick, j'aime beaucoup déjà ce que son équipe propose sur le terrain. Elle respire l'intelligence, la cohérence et tout simplement la manière de mettre en valeur certaines individualités, et puis même la communication. Enfin, Carrick, je vois en lui le coach qui est aussi classe que le joueur. Enfin, Carrick, il était très très propre sur le terrain, et là, sa communication, il n'y a pas un pet de travers, il laisse
il est discret, il s'est remis au boulot comme son équipe, et à Carrington, je pense que ça file droit. Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Et voilà, même si c'est vrai, hein, vous avez raison, le 11 de Liverpool, bien sûr, il n'est pas ouf. Mais tu le sais, on part de plus loin pour Carrick. C'est quand même une équipe qui a battu et Arsenal, et City, et Tottenham, et Chelsea. Enfin, Carrick, pour un débutant, il a battu toutes les équipes du Big Five, enfin du Big Six hors United, parce que, bon, évidemment, c'est impossible. Mais il y a beaucoup, beaucoup de crédit sur son boulot. Et c'est vrai que c'est rare depuis une dizaine d'années d'être optimiste pour Manchester United. Là, je vous le dis, j'ai confiance pour l'avenir de ce club. Je pense qu'Ineos a beaucoup tâtonné, a fait des erreurs. Maintenant, bah, ils ont peut-être trouvé et le coach et l'organisation idéale. Maintenant, oui, il y a un mercato à opérer. Tu dois te renforcer pour LDC. Tu as des coups très malins à aller chercher. Je pense à Senesi notamment. Pourquoi pas un Harry Wilson pour la profondeur de banc, même si Harry Wilson formé à Liverpool, peut-être que les Reds seraient bien inspirés de le recruter. Est-ce que tu vas avoir un craquage type Elliot Anderson à plus de 100 millions d'euros? Là, pour le coup, ça me paraîtrait quand même, avec les retombées et de la PL et de la LDC, un montant légitime. Hein. De toute façon, tu vas chercher un joueur anglais chez un club anglais, tu peux pas arriver avec des Simflouz ou des Kama hein, ou des Poké Dollars. Hein. Là, tu dois passer à la caisse. Mais même la saison de Bruno, waouh, sincèrement, c'est du génie. J'adore ce joueur, j'adore la manière dont c'est vraiment le gars à regarder avec notamment Cherki en première ligue. Et il y a une action quand United mène 2-1 où il fait un contrôle dans la surface avec un ballon qui est en cloche, et le ballon, c'est même pas qu'il retombe bien sur son pied, c'est qu'il retombe bien sur son pied, il y a un contrôle orienté, et derrière il sert Mbeumo qui fait une sorte de Madjer qui va sur le poteau, mais la qualité du contrôle, elle est phénoménale, et cette saison de Bruno, on s'en souviendra parce qu'il y a encore quelques petits matchs pour égaler ce record, hein, il a 19 passes D, bah voilà, les 20 de Titi Henry, de De Bruyne, il y a plus qu'un match pour le faire, donc c'est beau. C'est beau pour Bruno et c'est beau pour d'autres. Prochain match à Sunderland. Et oui, on pense peut-être aussi à Sunderland, Nottingham, Brighton pour au moins égaler et peut-être le dépasser. Donc ça peut, pourquoi pas le faire. Bah Anderson, après le départ de Casemiro, ça correspond bien. Mais moi, je sais que Casemiro, ça a été annoncé qu'il partait. Mais moi, j'avoue que je suis assez... Je suis bluffé. Je suis bluffé par le retour, enfin, la saison de ce garçon, et notamment la deuxième partie qui a été assez resplendissante. 3 victoires de suite. Il y a encore 3 matchs. Sunderland, Nottingham, on pense tous à une certaine chevelure et des paires de ciseaux. Alors peut-être, mais bon, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'United est libéré de ce poids. Ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Et il reste un petit kiff à se faire. Puisqu'on parle de titre aussi, Arsenal qui gagne contre Fulham, très bon match. Ça faisait longtemps qu'un match d'Arsenal ne m'avait pas autant emballé. Le doublé de Gyökeres, Saka qui a été très très bon, ce dribble sur le premier but face à Raúl Jiménez qui m'a régalé. Évidemment aussi coup de cœur pour les matchs de Lewis Kelly et Calafiori. Calafiori à 100%, ça change la phase d'une équipe. J'espère aussi que Timber pour eux reviendra parce que c'est un buffle, c'est un monstre défensif. Ça peut le faire. Lewis Kelly au milieu de terrain, ne pas enterrer les jeunes joueurs, c'est une phrase que je vous répète souvent, mais elle est légitime aussi. Ça reste un gamin qui est dans sa 2e saison. Il a de quoi nous offrir. Mais ouais, là j'ai vu un Arsenal remobilisé, être un peu plus sûr de ses forces. Une belle compo. Alors je sais qu'il y a peut-être des joueurs que notre ami Arteta a préservé, mais si pour moi c'est la compo qui démarre, peut-être toujours un débat entre Trossard, même si Trossard ça aurait fait une passe D, Martinelli, mais si c'est l'équipe qui démarre, on t'aura peut-être Zubimendi à la place de Lewis Kelly pour un tel rendez-vous, mais il y a de la continuité à Arsenal, et j'avoue que je suis à la fois optimiste pour la LDC, la Première Ligue, faut voir parce que City qui joue ce lundi soir à Everton. Juste avant, on aura un Chelsea-Nottingham, mais le Everton-City à 21h, on va également se brancher dessus parce que le sprint final est pleinement lancé, mais vraiment match d'Arsenal, très bonne démonstration de Saka, le doublé pour Gyökeres, et c'est vrai que je pense qu'ils en avaient besoin, puis aussi une grosse clameur de la part de l'Emirates, une mobilisation du public, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu ça, nos amis les Gunners. Et puis, peut-être un mot sur une potentielle surprise phénoménale. Je m'en suis rendu compte en regardant le classement. Et si Bournemouth faisait le coup du siècle en Première Ligue, Bournemouth qui est invaincu depuis 15 matchs de suite,
qui a battu Crystal Palace 3-0 avec encore un but de Croupi Junior sur penalty, qui a mis je crois, 8 sur 8 dans cet exercice. Très très bon. Également un but de Ryan. Bournemouth est à seulement 6 points de la Ligue des Champions, en sachant que tu as 2 équipes à 58 points. Bournemouth est à 52. Tu as donc Liverpool et Aston Villa qui sont à 58. Et ces deux-là vont s'affronter. Donc tu vas avoir des points perdus en route. Est-ce que Bournemouth peut passer devant Aston Villa par exemple? Est-ce que Bournemouth peut réaliser un coup en or? Et ce serait un truc de fou pour cette équipe qui, je crois, n'a jamais participé tout court à la Coupe d'Europe. Histoire européenne, Bournemouth Foot, je crois qu'ils n'ont jamais participé à la... tu vois, normalement, tu as une page Wikipédia, mais c'est vraiment... On parle souvent, vous savez, d'une première ligue qui devient de plus en plus homogène, où les gros n'ont plus le droit à l'erreur, parce que oui, tu as des clubs qui travaillent très bien. Alors, tu as eu le modèle Leicester, ensuite tu as eu le modèle Brighton, et là, de plus en plus, on voit, oui, Bournemouth version Iraola, mais attention, Iraola part, et ça risque de leur faire mal. Histoire de la coupe, ouais, je pense que, à mon avis, Bournemouth en Coupe d'Europe, là, j'ai de l'EFL Trophy, j'ai de la FA Cup, je vais pas avoir de Coupe d'Europe. Enfin, vous imaginez, première qualif en LDC, ce serait quand même un truc assez lunaire. On a parlé des promus champions, mais pour Bournemouth, là, ce serait quand même assez beau. Bournemouth va jouer qui au prochain match? Bournemouth, allez, joue City. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est vrai que quand t'as City sur ta route, mais 15 matchs de suite sans défaite, une équipe qui tourne très bien, des certitudes à toutes les lignes, ça peut pourquoi pas le faire. T'as aussi les matchs contre Fulham et Nottingham Forest. Mais bravo aussi à Bournemouth parce qu'ils ont perdu absolument toute leur force vive, notamment en défense, avec Zabarni, Huysen, Kerkez. T'as aussi Ouattara qui est parti sur le fond de l'attaque, moins important. Mais tu vois, avec Truffert, Senesi qui fait une top saison, Jiménez, ils ont su bien se renouveler. Et devant, voilà, t'as Evan Ryan, mais surtout Croupi, quoi. Croupi, un peu plus dans l'histoire. Hein. Un 11e but en 12 buts en première ligue, 18 matchs titulaires. Et le ratio, il est fou. C'est pour ça on a eu le débat sur potentiel remplaçant en équipe de France, Joker dernier à la Coupe du Monde. C'est un gars qui peut jouer à plein de postes différents. C'est une option que Deschamps peut considérer. Je pense qu'à cet instant présent, il a d'autres perspectives avec Colomani, mais j'écarte pas cette possibilité. Ah oui, le petit Scott aussi, tu fais bien de le souligner. Le petit Scott, très très bon. Non mais Bournemouth, c'est vraiment l'équipe où tu vois vraiment plein de bons joueurs de ballon. Et quand tu as une synergie comme ça donnée par le boss Iraola, ouais, ça permet à cette équipe d'avoir de sacrés arguments. Et comme je vous dis, attention à une surprise peut-être majeure. Et Bournemouth qui serait en LDC. Alors Chelsea va jouer contre Nottingham, mais Chelsea qui est très très loin de ses objectifs. C'est là où ça fait mal. Après, ils sont qualifiés en finale de Cup. Peut-être que le remplaçant, je crois que c'est McFarlane, va de nouveau remobiliser cette équipe. Mais Chelsea, c'est terrible. C'est un aveu d'échec considérable. Enfin, vraiment, c'est une déception assez colossale. Et en bas, vous avez raison de le dire, on a peut-être eu un petit tournant parce que Tottenham a gagné à Villa avec 2 buts, notamment signés de Richarlison et de Gallagher. Beaucoup d'absents encore une fois côté Spurs pour De Zerbi qui enchaîne une deuxième victoire de suite. Voilà, parce que là, l'infirmerie des Spurs, t'as pas Vicario, Davis, Romero, Kulusevski, Simmons, Solanke, Kudus et Odobert. Ça en fait encore une fois du monde qui est out. Mais ils sont allés chercher cette victoire contre Aston Villa qui est un peu en mode on n'est pas loin de la Ligue des Champions, mais on a aussi cette demi d'Europa, donc ils ont fait tourner. Mais c'est vrai que on a sincèrement une équipe de Tottenham qui... Est-ce que tu les vois toujours descendre? Moi, je sais plus ce que j'avais dit, mais pour moi, c'était très compliqué. Maintenant, à partir du moment où ils ont ce petit tournant et West Ham a perdu, et West Ham, semaine prochaine, là, il y a peut-être un autre tournant, c'est qu'ils peuvent avoir des petits points d'avance et un joker. C'est que Tottenham reçoit Leeds et West Ham va jouer Arsenal. Donc là, et après, West Ham Arsenal, c'est pas joué, hein. Mais c'est vrai que je voyais Tottenham beaucoup plus dans le dur. C'est pas seulement le jeu, c'est aussi tous les blessés. Mais là, on voit que De Zerbi a inculqué un truc différent à cette équipe. Déjà, le nul contre Brighton, voilà, il menait jusqu'à la 95e le but de Rutter. La victoire contre Wolverhampton dans la douleur, mais c'est bien. Il faut des victoires aussi comme ça. Et là, maintenant, il y a ce succès génial face aux Villans. Et c'est vrai que pour De Zerbi, moi, de ce que j'ai vu,
l'équipe, elle a un peu plus d'énergie, de peps. Salut Tolokian, j'espère que tu vas bien. Et évidemment, merci encore à toi pour cette belle émission sur l'Écosse. Tottenham, de toute façon, c'est simple. Ils font Leeds, Chelsea et Everton. Dans l'autre temps, West Ham, ils font donc Arsenal. Ils vont à Newcastle, ils reçoivent Leeds. Le déplacement à St. James Park aussi, il peut faire mal au crâne. Même si Newcastle est un peu en roue libre sur cette deuxième partie de saison, c'est vrai que là, j'ai l'impression que cette défaite 3-0 à Brentford, elle fait mal au crâne. Mais voilà, De Zerbi, de toute façon, ça pouvait être un change hyper intéressant pour lui. Il pouvait aussi tomber en Championship, mais c'est pas fini. En tout cas, là, on peut quand même constater que enfin, Tottenham regagne 2 fois de suite en Première Ligue. Enfin, c'était tellement pas arrivé depuis un moment. Et surtout, on voit une équipe où c'est cohérent. Tactiquement, moi, je vois un peu plus d'efforts de la part des uns et des autres. Après, comme je vous dis, il y a des défauts. Hein. Kolo Muani, son match, techniquement, je trouve qu'il a été pas foufou. Après, tu vois, il a celui qui a réussi le plus de dribbles et le plus de touches dans la surface adverse. Donc, des fois, l'impression visuelle, hein, c'est toujours un truc qui nous fait démentir. Mais ouais, ces Spurs-là, bah, moi, j'avoue que je les voyais un peu condamnés. Et De Zerbi a trouvé des ressources insoupçonnées. Et c'est pour ça que ça peut faire partie aussi des belles histoires de fin de saison. Hein. Un Tottenham qu'on pensait largué, condamné, bah pourquoi pas, ça peut le faire. On va terminer par un petit mot, je pense, de Serie A. Parce qu'on a l'Inter qui est champion, l'Inter qui récupère son trône. Voilà, il y a un petit peu un mano à mano avec Naples. Là, cette fois-ci, c'est pour l'Inter qui a profité pas mal de faux pas de ses adversaires. L'Inter qui n'a pas eu un rendement génial contre les équipes, on va dire, du top 6, mais qui a quand même su s'imposer là ce soir. Je crois que c'était contre Parme, avec un but de Thuram qui est dans une belle période. Hein. Franchement, depuis son but contre la Colombie, j'ai l'impression que ça marche bien pour lui. Alors, l'Inter, grosse déception en Champions League, en Ligue des Champions, cette élimination en barrage par l'ogre en même temps contre Bodo Glimt, qu'est-ce que tu veux faire? Mais sinon, l'Inter en championnat, depuis 5-6 ans, c'est quand même une certitude, ça prend des titres, ça profite d'une Juve qui n'est pas revenue à son meilleur niveau, d'un Milan Milan sur les 5 derniers matchs, là ils viennent de perdre contre Sassuolo, avec encore un but de Berardi, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les meilleurs joueurs face aux gros clubs, et Berardi en Serie A, il est là. Et Milan, sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué qu'un but, c'est contre Vérone qui est déjà relégué. C'est assez sinistre de la part des Milanais. Pareil pour Naples qui a un petit peu ralenti le rythme. Maintenant, l'Inter, version Kivu, j'ai vu des choses. J'espère que ça va quand même s'améliorer contre les gros et refaire un parcours en LDC. Maintenant, il y a 2-3 trucs à changer dans l'effectif. Il y a des joueurs qui sont arrivés au bout de cette aventure. Alors, c'est vrai que tu as raison, hein, Mkhitaryan qui marque encore, c'est top pour lui. Mais pour moi, tu vois, il y a des profils comme... comme il s'appelle, Acherbi, Darmian, même Çalhanoğlu. Enfin, Mkhitaryan, il a marqué, tant mieux, mais je pense qu'il faut un peu plus rajeunir cette équipe. Après, il y en a d'autres, tu te dis pourquoi pas compter un peu plus sur eux, mais Fratesi, pareil, petite fin de cycle. Donc, on peut tourner cette page. Mais ouais, l'Inter, même si elle peut avoir, une remise en question, ça reste l'équipe la plus constante de Serie A depuis un moment. Ouais, en plus, Bastoni, t'as aussi des gros noms qui vont partir, on peut penser à Bastoni. Peut-être Sommer aussi, hein, parce que Sommer commence à faire son âge. Un renouvellement au poste de gardien, ça peut ne pas être, à exclure. Mais ouais, j'ose pas vous montrer le nombre de buts marqués en Serie A ce week-end, parce que éloigner les enfants. Bon, j'espère qu'à cette heure-là, les enfants, ils dorment. Mais on a donc 3 buts, 2 buts, ça fait 5. 1-0-0, 2-0-0, 3-0-0. On a donc 6-7, 8-9, 10-11. On espère demain que la Cremonese Lazio, là, ça va nous offrir un PSG Bayern ou Roma Fiorentina. Ça va être un Le Havre-Metz, hein, parce que 11 buts en 8 matchs. Waouh! Faut vraiment, vraiment aimer ce championnat, hein, pour le soutenir. Mais ouais, la Juve qui bat pas le AS Vérone, pareil. Enfin, il y a personne qui va aller en Ligue des Champions en championnat ou quoi? C'est terrible, hein. Vraiment un manque de sérieux. Bon, t'as Vlahovic qui marque, ça lui fait plaisir. Et ouais, le Milan sur les derniers matchs, c'est dramatique, hein. Ils ont raté. Ils avaient l'opportunité de titiller l'Inter.
Ils sont un peu effondrés. De toute façon, c'est ça, moi. Ils avaient battu l'Inter dans le derby, comme d'hab. Ils aiment bien ce genre de truc. Et après, défaite Lazio, victoire Torino, défaite Naples, défaite 3-0 contre l'Udinese, victoire Vérone, 0-0 Juve et défaite de 0. Ouais, c'est vraiment hyper inconstant. Et ouais, Allegri, ça va revenir en LDC, il va rester, mais j'ai un peu peur. Hein. Franchement, avec l'accumulation des matchs, il faudra trouver d'autres ressources pour cette équipe milanaise. Ouais, c'est vrai que le Com Naples qui fait 0-0, ça peut être assez étonnant comme résultat, parce que sur le papier, deux équipes où ça peut jouer. Ouais, après, tu vois, 8 tirs, 0 cadré pour Naples, 13, 4 cadrés pour les gars de Com. Et pourtant, ouais, dans cette équipe, tu as toujours les Nico Paz, Assane Diao, Lucas Dacunia, Douvikas. Mais j'avoue, comme en Europa League, petit flot. Hein, petit flot. On suivra de près ça. Après, Com n'est qu'à 3 points de la Juve qui cale, qui a peut-être un manque. Et pourquoi pas la Roma. La Roma qui joue demain contre la Fio. La Fio qui est sauvée. Sauvée, ouais, je pense que mathématiquement... Ah non, attends. Non, c'est pas encore fait. La Cremonese, s'il gagne demain, ça peut pourquoi pas encore mettre d'un doute. Mais la Roma va peut-être se remettre à croire à la LDC. Et ici, hein, on espère, hein, pourquoi pas un petit miracle romain. C'était encore un débrief fast, beaucoup de choses à dire. C'est normal, hein, on est sur la fin des championnats, il y a énormément de conclusions, de scénarios, de performances qui nous font plaisir. Donc merci à vous de m'avoir suivi aussi longuement. J'ai adoré encore une fois ce live. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, les rediffs sur YouTube. On est également disponible en podcast avec le code de Scipion, Spotify, Deezer et Apple. Le programme de la semaine, on est là lundi sur hors-jeu, on est là mardi Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, et on sera là jeudi, évidemment aussi pour le débrief des demi-finales de Coupe d'Europe avec la Conference League et le scénario de Strasbourg. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, on a encore une semaine assez costaud qui nous attend, mais c'est que du bonheur, donc merci à vous tous de m'avoir suivi, et je vous dis à très vite, très bonne nuit, très bonne soirée à tous les boss, salut à tous.